brièvement zuerst auf Deutsch. Guten Tag miteinander. Herzlich willkommen zu diesem letzten Voilà, Schwammstadt-Webinar bonjour à im toutes et à tous. Bienvenue à ce 2025. dernier webinaire Wir Ville werden éponge de l'année heute mit der ersten 2025. Präsentation auf Aujourd'hui, Französisch nous allons entendre une première starten. Von dem intervention her, en all français. jene, die nicht des Donc, Französischen pour oder les ungenügend des francophones Französischen mächtig sind, parmi nous, eh bien, vous pourrez gibt es die simplement écouter Möglichkeit, l'original die pour une fois. Et pour les Simultanübersetzung germanophones, vous anzuhören. Da pourrez könnt ihr écouter la traduction bei euch in simultanée. Zoom unten auf die Dans Zoom, Weltkugel il oder wenn ihr faut sie nicht cliquer seht, auf sur die le drei globe Punkte ou mehr sur les trois klicken petits und dann points auf en bas de Dolmetschen. l'écran et Dort könnt ensuite vous ihr den pouvez choisir Sprachkanal interprétation et vous auswählen. pouvez choisir votre Die canal respectif. PDFs der Präsentationen Les könnt ihr présentations wie au immer format auf der PDF Seite seront disponibles spongecity.info au bei diesem téléchargement Webinar sur le ganz site web unten als PDF spongecity.info. herunterladen. Die findet ihr dort unter Donc, vous Fragen, die ihr trouverez toute habt, la im documentation et si vous souhaitez poser des questions, eh Chatverlauf bien, n'hésitez reinzunehmen. pas à les poser dans Und le chat. somit wechsle ich jetzt auf Et Französisch. maintenant, je vais changer de langue, je Bonjour vais tout le parler en monde et français. bienvenue à ce dernier webinaire Ville Éponge pour l'année 2025. Aujourd'hui, on aura deux présentations, la première en français, la deuxième en allemand. Donc, pour tous ceux qui souhaiteraient utiliser la traduction simultanée, notamment pour la deuxième présentation qui sera en allemand, vous pouvez choisir la traduction en cliquant sur la boule qui semble une terre en bas dans Zoom et choisir la langue. Les PDF des présentations, pour ceux qui aimeraient suivre séparément ou prendre des notes, vous pouvez aussi les télécharger sur le site Ville Éponge, là où vous avez trouvé le login pour ce webinaire. Tout au fond de la page, vous trouvez les PDF des présentations. Et les questions, comme d'habitude, vous pouvez déjà commencer à les poser tout au long des présentations dans la foire aux questions, qui est la petite bulle parlante avec un point d'interrogation dans Zoom. Et avec ceci, j'aimerais passer la parole à Christophe Riem du service de l'urbanisme de Vevey, qui va nous présenter aujourd'hui le master plan de perméabilisation et végétalisation du quartier de Plan de Sud de Vevey, qui est un plan que moi je trouve très ambitieux. J'en ai pas encore vu beaucoup d'autres qui vont aussi loin comme celui-là. Et je me réjouis de votre présentation et puis surtout aussi de la discussion par la suite. Donc, merci beaucoup et je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Christophe Riem. Je suis architecte et architecte paysagiste et je travaille actuellement au service de l'urbanisme de la ville de Vevey. J'ai eu l'occasion de mener une étude de master plan sur le quartier de Plan-Dessus à Vevey, qui avait comme thème, entre autres, la perméabilisation et la végétalisation. Les objectifs du master plan concernant effectivement cette perméabilisation sont de passer de 5% de surface perméable à 60%. Et puis concernant les arbres, c'est de doubler le nombre d'arbres qui sont plantés dans le quartier en passant de 300 à 650 arbres. Le master plan se base sur un partage équitable des ressources. Une des principales ressources qu'on considère comme ressource, c'est l'espace public, qui doit être plus équitablement partagé entre les utilisateurs. Et puis, il y a également d'autres ressources qui sont très importantes pour la vie sur Terre, et la vie des humains. C'est d'abord l'air, et puis l'eau. Donc, on parle d'infiltration des eaux, de perméabilité des sols, et également la nourriture qui est liée à la fertilité des sols pour produire la nourriture. À Vevey, on a plusieurs projets sur tout le territoire de Vevey. Vous voyez ici sur le plan affiché à l'écran un certain nombre
de taches bleues qui représentent l'espace public. Et on a des projets de réaménagement de l'espace public. Un des plus connus et médiatisés, c'est le réaménagement de la place du marché, qui se situe au fond du plan, là, au bord du lac. Et sur cette place du marché, nous allons planter pas mal d'arbres et on va effectivement perméabiliser aussi les sols. Un autre projet qui a été réalisé récemment, c'est Nestlé Ouest, hein, la rue Nestlé, la partie ouest de la rue Nestlé, où nous avons planté 40 arbres et nous avons perméabilisé les sols, entre autres en utilisant des trottoirs avec un revêtement perméable, un bitume perméable qui permet d'infiltrer les eaux et de donner, de la mettre à disposition pour les plantations. Le quartier de Plan-Dessus se situe dans le grand cercle ici au milieu du plan. Et voilà pour les principaux projets de la ville de Vevey. Concernant le quartier de Plan-Dessus, la municipalité a décidé de travailler simultanément sur les projets urbanistiques et les mesures de circulation et de stationnement et le réaménagement de l'espace public. Pour ce faire, elle a fait elle a fait ce plan qui illustre son action sur ce quartier en privilégiant un certain nombre de réaménagements. Les réaménagements de l'espace public sont la place Robin au cœur du quartier, hein, que vous avez ici. La rue de Fribourg, qui est le principal axe nord-sud au centre du quartier. La rue des Tilleuls et finalement le quai de Coppet. Et puis, ces réaménagements sont possibles si on peut décharger quelque peu l'espace public du trafic automobile, c'est-à-dire mettre les rues à, à, à 20 à l'heure et également en zone, ça, c'est les zones de rencontre, et également piétonniser une partie de ces rues. Et pour ça, il faut supprimer un certain nombre de places de parc. Également pour pouvoir planter des arbres. Et les projets urbanistiques nous permettent de prévoir des parkings publics en périphérie du quartier. Vous avez des petits P sur le plan, hein, et qui permettent de justement libérer l'espace public de l'emprise des voitures. Actuellement, le quartier de Plan-Dessus est, est dans l'espace public se présente de la manière suivante. Les rues sont entièrement bitumées et les voitures parquent le plus souvent à cheval sur les trottoirs. Et les arbres sont peu présents, les surfaces perméables également. On a un commentaire des habitants qui disent on donne tellement de place aux voitures. Franchement, quand on regarde les rues ici, hein, c'est quand même pas très joli. On pourrait faire un peu plus d'efforts pour les vélos, hein. Effectivement. Ce quartier était précédemment des vignes, un vignoble. Après, il s'est développé une industrie. Il est devenu un quartier industriel
à cause de la proximité de la Veuvez. Et puis, finalement, actuellement, c'est un quartier mixte d'habitation et d'activité. Le régime de circulation actuel, on a essayé de pacifier l'ensemble du quartier, des rues du quartier, en mettant à 30 à l'heure, mais il s'avérait que ce n'était pas suffisant. Et c'est pour ça qu'on veut aller plus loin pour que les conditions de vie des habitants et le partage de l'espace public puissent se faire de manière plus équitable. Et les rues périphériques sont à 50 à l'heure. Donc, c'est les rues où le trafic principal passe actuellement. Actuellement, vous avez aussi la situation de l'espace public au niveau de la perméabilité des sols. Alors, on voit que le 90% de la surface est imperméable, le 95%. C'est figuré en noir sur ce plan. Et il y a seulement 5% de surface perméable. Essentiellement, c'est les fosses de plantation des arbres et puis quelques petites surfaces qui sont végétalisées. Le master plan euh, donne la configuration du quartier qui s'est développé dans un espace relativement contraint, hein, et délimité par les Watchman's Fair au sud, la Veuvez à l'est et la colline de Corsier à l'ouest. Et ce quartier s'est développé un peu comme un oignon à partir de la place Robin au centre, avec des rues en damier qui s'étendent de manière périphérique depuis la place Robin. Le master plan définit justement la qualité de ces rues et euh, place la place de Robin sans surprise au centre du quartier. Et après, les rues de cœur du quartier et finalement les entrées du quartier dans la périphérie. Le régime de circulation actuel, comme je l'ai dit précédemment, à 30 à 30 à l'heure à l'intérieur du quartier, c'est ce qui est situé en bleu, hein, et puis à 50 sur les rues périphériques avec une petite rue qui a été piétonnisée. C'est une petite section de la rue du Nord et qui offre une grande satisfaction. À l'avenir, on espère pouvoir pacifier tout l'intérieur du quartier avec des rues à 20 à l'heure ou des rues piétonnes, hein, qui sont figurées en jaune et en vert sur le plan, et puis mettre les rues périphériques à 30 à l'heure, si on peut encore le faire en Suisse. Le stationnement. Alors, actuellement, on a 500 places de stationnement en surface, hein, qui sont, comme je l'ai dit précédemment, souvent à cheval sur les trottoirs. Et l'objectif est de réduire de moitié ces places de stationnement et de les reporter dans les parkings en périphérie du quartier qui sont figurés en rose sur le plan ici. Concernant l'arborisation, donc l'arborisation actuelle, on a 300 arbres
qui sont représentés ici, toutes ces taches noires. Un certain nombre de ces arbres sont inadaptés à la situation. Ce sont des essences qui supportent mal les conditions de ville, conditions urbaines. Et puis, à terme, l'objectif est de doubler le nombre d'arbres pour que toutes les rues soient plantées et arborisées. Le fait d'avoir des arbres, ça permet de réguler le climat puisque on constate que on a un rafraîchissement de 5 degrés sous les arbres à cause de de l'évapotranspiration. Et également, ça permet de purifier l'air puisque par la photosynthèse, les arbres absorbent le gaz carbonique et puis le transforment en nourriture pour l'arbre et le stocke dans le bois et les racines. Encore une fois, la désimperméabilisation qui est souhaitée. Donc, vous avez à gauche le plan avec toutes ces rues qui sont imperméabilisées, principalement en bitume. Là, on voit que la place Robin également est pas mal bitumée, puisqu'il n'y a que quelques petites surfaces qui sont actuellement perméables. Et puis, à terme, on espère désimperméabiliser à 95% toutes ces surfaces. On voit que la place Robin est entièrement désimperméabilisée et que la plus grande partie des rues sont également désimperméabilisées. On va y arriver parce qu'on veut utiliser également du pavé qui est aussi perméable dans les rues qui seront réaménagées. Voilà tous les objectifs du master plan. Alors, je me répète un peu. Donc, on passe de 5% hein, de surface perméable à, à 60%. Hein. Pour les surfaces végétalisées, de 3 à 40%. Pour les arbres, de 300 à 650 arbres. Hein. Donc, c'est un objectif ambitieux. Hein, qu'on va réaliser progressivement. Hein. Et puis, pour les places de parc, donc on va réduire les places de parc en surface sur l'espace public à environ la moitié. Hein. Et puis, elles sont compensées dans les parkings situés en périphérie. Concernant la partie de la rue, donc le partage plus équitable de l'espace public, donc actuellement on a 20% qui est dédié aux piétons et 80% aux véhicules motorisés. Et on espère à terme pouvoir avoir 50 à 75% qui est dédié à la mobilité douce et puis que le reste soit partagé avec les véhicules motorisés. Les typologies de rues qui sont prévues pour le master plan, hein, pour le réaménagement, puisque le réaménagement est légèrement différencié suivant le type de rue. Donc, on commence au centre du quartier par la place Robin, hein, qui est un espace qui peut être fortement désimperméabilisé. Après, je vais à l'inverse de la légende. Après, on a la promenade le long de la Veuvez, qui est un espace qui peut être aussi fortement planté et on peut utiliser exclusivement des revêtements perméables. Après, nous avons les axes multimodaux
qui sont finalement les rues périphériques du quartier, ici en vert sur le plan. Et ces rues périphériques, alors on n'aura pas un taux très, très important de désimperméabilisation et de plantation, puisqu'on doit laisser pas mal de place aux voitures et qu'on doit conserver des trottoirs pour les piétons. Par contre, pour les axes de distribution qui sont ici en jaune, c'est déjà un peu mieux parce que dans ces axes de distribution, on a une circulation un peu modérée. Et puis, pour les rues de cœur de quartier, c'est la situation la plus idéale où on peut procéder à une bonne désimperméabilisation et à d'importantes plantations d'arbres. Alors, voilà ce que ça donne d'un point de vue plus concret sur les rues de cœur de quartier. Donc, vous voyez sur les images de référence la végétalisation qui est proposée, également les revêtements qui pourraient être choisis avec des pavés engazonnés et des revêtements du style gravier ou bitume perméable. Ces rues de cœur de quartier avec une coupe et des plans types, on voit qu'il y a pas mal d'arbres qui apparaissent sur ces plans, que la surface est largement perméabilisée. On garde qu'une surface au centre de l'espace public, au centre de la rue, une bande qui pourrait être soit en bitume, soit même en pavé. Et voilà ce que ça donne dans le détail avec la rue de Fribourg qui est typiquement une des rues de cœur de quartier. On voit la végétation qui pourrait être implantée avec des arbres de différentes grandeurs et de différentes essences pour avoir une une variété. Et également, on remarque les contraintes qui sont ici posées un peu en rouge et en orange sur le plan. Donc, on doit conserver quand même les entrées de parking. Et on doit aussi situer des places d'intervention pour les, les pompiers, hein, donc qui doivent être suffisamment dégagés pour qu'ils puissent déplier leurs échelles et autres. Encore un plan de détail. On voit apparaître des places pour les vélos, hein. Donc, on veut effectivement privilégier des places vélos. Également, vous rendre attentif que ces rues-là sont entièrement pavées. Là, on a prévu du pavé béton qui est peut-être pas forcément bien par rapport à l'empreinte carbone, mais qui peut être réutilisé, réemployé par la suite. Encore la rue des Tilleuls, qui pourrait être une rue un espace de rencontre avec encore des places de parc qui sont situées sur les côtés de la rue, des places de livraison et également des places pour les vélos. Il y a également, on peut se rendre compte des possibilités d'appropriation de l'espace public par des terrasses. Là, on voit qu'on a une microplace qui est aménagée et puis qu'on peut disposer des tables et des chaises. Ici, on a une petite terrasse de restaurant. Voilà. Alors, pour les axes de distribution, ben, la situation est un peu moins bonne. On doit conserver des trottoirs qui sont en principe encore bitumés, donc en surface imperméable.
et la végétalisation a moins de place. Un plan type est la coupe. Donc, on se rend compte ici sur la coupe que les surfaces perméables sont moins importantes que précédemment. Après les axes multimodaux, hein, donc la situation est encore moins bonne. Avec plus de place, on a une bande de circulation plus importante où les voitures doivent pouvoir se croiser, ou même les bus doivent pouvoir se croiser. Donc il faut 5 mètres 80 hein, de, au minimum. Et puis finalement, la promenade de la Veuvez, où là on a beaucoup plus de liberté pour aménager de manière plus naturelle. Voilà la promenade de la Veuvez. Et on remarque la densité végétale qui peut être mise en place et puis les revêtements qui sont essentiellement perméables. Alors, le quai de Coppet est un exemple de détail de ce quai. Ici, on a quand même conservé une possibilité d'accéder en voiture. Donc, on a une voie pour les voitures pour accéder au parking qui sont parkings privés qui sont situés le long de la route. Et puis je passe à la place Robin qui a fait l'objet d'un concours d'architecture et qui va être réaménagé avec des surfaces perméables et une grande végétalisation hein, de cette place. On remarque sur le plan qu'il apparaît un certain nombre de conifères qui sont figurés ici euh, avec un graphisme un peu différent des feuillus. Et c'est une façon intéressante de compléter l'arborisation existante et qui est principalement des tilleuls et des marronniers hein, qui sont des feuillus avec des essences qui seraient des pins qui sont persistantes et qui sont indigènes. La manière de planter les arbres qui est envisagée avec des fosses qui sont en dépression, qui sont considérées un peu comme des fosses à impluvium, qui permettent de récolter l'eau de pluie. C'est la même technique qu'on entend utiliser dans les rues en ayant des fosses qui sont en légère dépression par rapport à la rue et qui permettent de récolter un maximum d'eau pluviale et de les infiltrer au pied des arbres, là où c'est nécessaire. Voilà, merci de votre attention et je laisse la place aux questions. Merci beaucoup, Monsieur Rim, pour cette présentation. Euh, pour l'instant, il n'y a pas de questions dans la chat, mais je vous invite volontiers à y insérer vos questions. Moi, je vais déjà commencer avec une question, puis comme ça, on donne un peu le temps aux participants de s'activer. Euh, le master plan que vous avez présenté, il porte principalement sur les surfaces publiques. Oui. Est-ce que vous pouvez nous renseigner un petit peu aussi sur ce qui est prévu pour essayer de motiver les privés, parce qu'il y a toutes ces parcelles privées d'habitation et d'immeubles entre les rues, pour motiver ces privés à suivre un peu l'exemple et à faire on va dire, de la ville éponge et de la biodiversité aussi sur leurs propres parcelles. Alors effectivement, les parcelles privées, elles sont régies par le plan d'affectation communal le,
qui est actuellement, qui a été révisé et qui va être prochainement mis à l'enquête publique. Et dans le plan d'affectation du secteur nord-ouest, dont fait partie le quartier de Plan-Dessus, on va intégrer des règles pour, euh, euh, pour promouvoir la perméabilisation des sols sur les parcelles privées, et notamment sur les espaces qu'on appelle les espaces de transition, qui font la transition entre le domaine public et les parcelles privées. De temps en temps, il y a un peu des espaces de transition parce que les constructions sont pas forcément alignées sur l'espace public. Mhm. Et puis, D'accord. on va aussi s'atteler à préserver les quelques jardins qui sont encore existants, hein, et les cœurs d'îlots, puisque le quartier de Plan-Dessus est constitué d'îlots construits avec des cœurs d'îlots qui devraient être en principe végétalisés, hein, Mhm. et perméabilisés. Malheureusement, il y a un certain nombre de ces cœurs d'îlots qui ont été transformés en parking souterrain. Et les jardins sont souvent sur dalle quand il y a encore des jardins. Mhm. Merci beaucoup pour ces renseignements. Je vois qu'il y a les questions qui commencent à arriver. Je vais essayer de les traduire parce qu'elles sont en allemand. Donc, une question, c'est est-ce que la commune, elle possède déjà des parcelles pour construire ces places de parc publiques que vous avez citées au début? Et est-ce que c'est des places de parc en souterrain ou en surface? Alors, la commune actuellement loue une parcelle au CFF, qui est la cour marchandise. Je vais peut-être remettre le plan. euh, Attendez, je vais y arriver. Voilà. Donc ici, sur le plan, vous avez la cour marchandise. Donc là, on loue cette parcelle au CFF, hein, ce qui nous permet de mettre à disposition 108 places pour le quartier. Après, on a dans cette opération immobilière qui est le PRLR, on a demandé au constructeur de nous réserver 20 places de parc public. Donc, ça fait partie de son permis de construire et du PA qu'on a élaboré ensemble. Et puis, c'est la partie du PA Fribourg, cette partie du PA Fribourg, qu'on appelle la partie Est, a été rachetée par la commune et elle va réaliser un parking public de 128 places sur Et cette ce parcelle. parking-là, il est en souterrain ou il est en surface? Il sera en souterrain. Alors En ici, il est en souterrain, ok. souterrain et puis l'autre est en souterrain aussi, tandis que celui-là ben, est en surface. En surface, ok, d'accord. Oui. Merci beaucoup. Puis il y a une autre question où il pose la question d'où vient l'eau pour la végétation? Vous avez montré sur la place Robin qu'il y a quand même ces dépressions et que donc vous collectez l'eau d'une surface assez grande. Mais il y a quand même quelqu'un qui se pose la question, est-ce que la pluie et cette partie d'eau de ruissellement, elle va être suffisante pour alimenter cette végétation? Ou est-ce que vous partez de l'idée qu'il faudra aussi prévoir Alors, un arrosage? alors, dans un premier temps, quand on plante des arbres, on doit les arroser, je dirais les 2 premières années. Mais après, si les fosses de plantation sont suffisantes, c'est-à-dire que les surfaces perméables sont relativement importantes, il n'y a pas besoin d'arroser les arbres. Les précipitations suffisent
Et si on infiltre le plus possible l'eau, il y a des réserves qui sont constituées dans le sol et qui sont suffisantes pour alimenter les arbres. Mhm. Tout Et à on fait. travaille aussi avec des essences qui sont plus résistantes à la sécheresse, hein, puisque le climat est en train de changer et qu'on a des étés de plus en plus chauds, chauds et secs. Tout à fait. Je pense que c'est Et ça quand qui on est a important des aussi. épisodes pluvieux, ils sont en général assez violents et l'eau n'arrive pas à s'infiltrer suffisamment dans le sol. Mhm. Alors, je pense qu'avec des dispositifs en dépression, ça va améliorer cette situation. Tout à fait d'accord avec vous. Puis il y a encore deux questions qui sont assez similaires, qui portent sur la question un peu du potentiel conflit avec les réseaux en souterrain. Donc la question c'est est-ce qu'il y a une étude qui a été menée en parallèle pour savoir où sont ces réseaux et s'il faudra éventuellement prévoir des déplacements de conduite ou aussi comment vous gérez un peu le conflit entre les racines des arbres et les réseaux, parce que c'est souvent une question d'avoir ces deux choses dans le même périmètre, c'est Oui, pas toujours simple. mais c'est effectivement toujours la problématique à laquelle on se heurte. On a bien sûr consulté les différents services industriels et on a un ingénieur qui a travaillé, un ingénieur civil qui a travaillé avec les services industriels pour voir si c'était possible. Et tous les arbres qui sont actuellement prévus sur nos projets peuvent être plantés, hein. Malgré les nombreux réseaux qui passent dans ces rues, moyennant quelquefois de devoir protéger certains réseaux, hein, euh, des racines des arbres. OK. Mais donc c'était pris en Et considération. Et puis d'autres de devoir peut-être les déplacer quand c'est possible. Mhm. Parce que l'électricité et tout ça, ça, c'est possible. Les canalisations, enfin euh, d'eau, l'induction d'eau, ils aiment pas trop d'avoir des arbres plantés dessus. Le gaz non plus. Mais Mhm. voilà, on essaie de collaborer en bonne intelligence avec les services industriels Parfait. et de Merci trouver des beaucoup. solutions. C'est super. Je vois encore qu'il y a Marco Moretti qui a levé la main et vu que de toute façon c'est lui qui va reprendre la parole par la suite, je lui propose de poser sa question en Ouais, direct. ouais, bonjour. Merci pour la présentation. Moi, je suis biologiste, donc mes questions vont sur la partie biodiversité. Oui, Est-ce que ce quartier, qui me semble bon, assez grand, quand même, il est seulement une partie de la ville, est-ce que vous l'avez pensé en connexion avec le reste ou c'est euh, une occasion unique, donc on prend ce qu'on on a et ou bien vous avez, disons, je sais pas, pensé aussi en réseau qui sort de ça. Et la deuxième question, c'est plutôt au niveau plus social. Est-ce que vous avez pris aussi en charge disons, la possibilité que ce quartier se transforme et ça devient riche et les loyers, on dit, oui, mhm. augmentent et on se retrouve avec une gentrification avec Oui. ouais. Alors, sur l'aspect biodiversité, écologie et autres, donc effectivement, il y a un certain nombre de couloirs à faune et à flore hein, qui sont identifiés, entre autres les bords de la Veuvez, même si la Veuvez est canalisée et est relativement minérale mais il y a quand même un certain nombre d'arbres.
De l'autre côté de la Veuvez, il y a le bois des Bosquets, hein, qui est aussi un réservoir à faune et à flore, hein, qui permettrait de réalimenter le quartier le cas échéant. Et puis, on espère qu'avec la plantation de nombreux arbres dans les rues et d'essences diversifiées, on va augmenter les possibilités de biodiversité, hein. Également avec la perméabilisation des sols, puisque la biodiversité, elle est aussi dans le sol, hein. Je parle des micro-organismes, des insectes, des éventuels rongeurs qui peuvent se loger. Et puis si on fait de la végétalisation aussi au sol avec des plantes vivaces, des prairies fleuries, ben ça, c'est favorable à la biodiversité. Et concernant l'aspect social, alors, bien sûr qu'on y a pensé, et dans tous les PA, donc les PA, les plans d'affectation privés et publics, on, on impose un 20% de logements d'utilité publique dans les opérations immobilières, hein. Donc, il y a une proportion de logements qui seront relativement bon marché, hein. Et puis, dans l'opération que va faire la commune, c'est-à-dire à l'est du PA Fribourg, où se situe ma petite flèche là, ce sera euh, uniquement des logements d'utilité publique, hein, pour ce qui est D'accord. la partie logement, hein. Mhm. Il y Merci. a, il y a au minimum 60% des surfaces de plancher. On a 12 960 mètres carrés de plancher, hein. Donc, 60%, ce sera des logements d'utilité publique. Ce qui est quand même pas mal. Ça représente, je dirais, 70 à 90 logements. Tout à fait. Merci beaucoup pour cette réponse. En vue de l'heure qui avance, je propose qu'on passe. Si vous avez encore des questions, vous pouvez quand même continuer à les poser dans la foire aux questions, puis on va essayer d'y répondre de façon écrite. Mais je propose de passer à l'intervention de Marco Moretti. Il va la faire en italien. Non, je rigole. Sinon, il y aura la moitié qui va rien comprendre vu qu'on a une seule traduction. Marco, il va nous faire une présentation qu'on a déjà enregistrée, donc je vais vous la montrer. Mais normalement, Alors, il faut que j'enlève mon partage. Non, c'est fait. je l'ai déjà enlevé moi, c'est Oui, bon. oui, ok. Voilà, où il va nous faire un résumé très intéressant sur, je dirais, les points les plus importants en lien entre la biodiversité et les infrastructures bleues et vertes. Et je vous invite à l'écouter et à noter toutes vos questions qu'il va nous répondre par la suite. Donc, merci beaucoup. Guten Morgen. Heute bringe ich euch in eine Bonjour andere à toutes et à Welt, so tous. die städtische Aujourd'hui, je vais Biodiversität vous emmener dans un autre und die monde, Beziehung mit celui de la Blue-Green biodiversité Infrastructure, urbaine et sa relation avec les Blue infrastructures und bleues et vertes. Grüne. Ich komme von der Wessel und ich Je viens du versuche VSL meine Erfahrung et zu je vais tauschen essayer de mit euch. partager Gut, mon also, expérience avec vous. wir haben gesehen, die Städte Nous sind avons vu que les vor villes sont zwei confrontées größere à deux grands Herausforderungen. défis. Einerseits ist die Qualität zu D'un garantieren in der côté, il Stadt, s'agit eine de Stadt, die garantir une bonne qualité immer de mehr vie en ville herrscht, eine Stadt, où il y die a de plus en plus verdichtet de wird, personnes, une mit ville qui se Climate Change, mit densifie extreme Wetterereignisse. avec le changement Und auf der anderen climatique et les Seite phénomènes météorologiques sollen extrêmes. wir Et d'autre durch part, die Konventionen, nous die wir devons unterschrieben haben, promouvoir la internationale Konventionen, biodiversité à die travers les conventions Biodiversität fördern. Die internationales que nous Städte avons müssen signées. auch ihren Les villes Teil doivent machen également contribuer in die Rettung
à la lutte contre la crise de la biodiversité. Et nous avons quelques indicateurs sur la manière d'y parvenir grâce aux infrastructures bleues et vertes dont nous discutons aujourd'hui. Les solutions fondées sur la nature, ce sont là des mots-clés que nous entendons souvent. Les approches interdisciplinaires et la multifonctionnalité. Parce que l'espace est limité dans une ville et cela entraînera certainement des conflits, mais aussi des synergies. Voilà, tout le monde le sait, nous sommes confrontés à une réelle crise de la biodiversité. L'IPBES nous a montré qu'environ 50% de toutes les espèces sont menacées ou potentiellement menacées. Tous les groupes d'espèces ne sont pas touchés de la même manière. Les amphibiens et les reptiles sont les plus touchés. Les plantes et les champignons le sont un peu moins. Mais nous pouvons dire que cette perte d'espèces affecte principalement les écosystèmes et les communautés biologiques, c'est-à-dire l'ensemble de la classification de la biodiversité. Et qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi la biodiversité est-elle importante? Eh bien, j'ai essayé de comparer les espèces de biodiversité à des feutres. J'espère que vous arrivez à voir ma souris. Donc, ces feutres-là, ce sont toutes des espèces similaires, mais différentes. Mais elles ne peuvent faire que des traits bleus ou bleuâtres. Et si nos espèces sont toutes différentes, certaines sont grandes, d'autres fines, eh bien, j'aurai beaucoup plus de possibilités pour dessiner. Et en fait, c'est ça que les espèces font pour nous, ou plutôt ces services écosystémiques. Ce sont ces traits. Et plus j'ai des traits grands et fins, plus mon système est résilient et fonctionnel. Nous devons donc préserver cela ici et éviter que toutes les espèces soient identiques ou similaires. Et en fait, ce ne sont pas seulement les espèces qui sont importantes, mais aussi leurs relations dans une chaîne alimentaire et leur abondance. Nous avons besoin de nombreuses espèces pour accomplir certaines tâches. Et si cette composition fait défaut, ou si vous imaginez que le pare-brise de votre voiture est toujours propre, eh bien, cela signifie que nous n'avons plus d'insectes. Et donc, nous perdons aussi des écosystémiques. Et c'est ce que nous voulons éviter. Ce serait comme un clavier. Certaines touches peuvent disparaître et nous pouvons peut-être encore écrire et comprendre. Mais à partir d'un certain moment, nous pouvons écrire, mais plus personne ne comprendra. Et la nature ne comprendra plus non plus ce dont nous avons besoin. Mais nous ne connaissons pas ce point de basculement. Et espérons que nous ne le connaîtrons jamais, car sinon ce serait vraiment une tragédie. Bon, regardons les choses du bon côté et voyons quelles sont les raisons de la disparition de la biodiversité. Tout d'abord, il y a le changement d'affectation des sols, y compris l'urbanisation. En anglais, le sprawling désigne l'urbanisation incontrôlée qui entraînera une perte importante de biodiversité et qui contribuera également au changement climatique. Ensuite, il y a d'autres causes. Elles sont importantes aussi, mais elles sont plutôt secondaires. Que se passe-t-il exactement dans les villes ou dans tous les écosystèmes qui sont fortement affectés par l'activité humaine? Nous devons imaginer qu'ici, en haut, j'ai toutes les espèces possibles qui pourraient vivre dans une ville ou dans un écosystème. Mais il existe une sorte de filtre. Les filtres dans la ville, eh bien, c'est la pollution, le trafic, un traitement ou une gestion trop intensive, même les chats qui mangent les oiseaux ou les empoisonnements. Et donc, cela crée une sorte de filtre, une sélection d'espèces. Et les espèces qui viennent ensuite
dans la ville, ce n'est qu'un sous-ensemble, une partie. Et si ces espèces sont très similaires, bon, ici, ce ne sont que des icônes, mais c'était simplement pour vous montrer qu'en haut, j'ai beaucoup de formes différentes, des couleurs différentes, et en bas, il y a juste un sous-ensemble. Alors, on parle d'homogénéisation. Et parce que ces espèces alimentent nos processus écosystémiques tels que la pollinisation, la lutte contre les nuisibles, la décomposition, la chaîne alimentaire, eh bien, plus c'est homogène, moins j'obtiens des services écosystémiques. Et ces processus sont donc également des services qui sont importants pour nous tous et pour vous en tant qu'ingénieur. Donc, réduction du ruissellement, réduction de la température, fertilité des sols, résilience en général et enfin, pour notre bien-être humain. Donc maintenant, nous devons essayer, on voit ici cette courbe grise, si nous ne faisons absolument rien, nous nous dirigeons vers une véritable diminution de la biodiversité et des services. Nous devons donc ramener les courbes vers le vert. Et comment nous pouvons le faire? De quoi la biodiversité a-t-elle réellement besoin en ville? Eh bien, pour répondre à cette question, bon, tout d'abord, c'est très complexe. Je me réfère ici à cette publication de Beninde, car son équipe a étudié 75 villes dans le monde entier et a examiné tous les facteurs importants pour la biodiversité. Certains sont positifs à droite, d'autres négatifs. Ensuite, elle a examiné à la fois l'échelle locale et l'échelle du paysage, de l'environnement. Et nous pouvons voir que cette équipe a identifié 3 grands groupes de facteurs. D'un côté, il y a la superficie. La biodiversité a besoin de grandes surfaces. C'est un peu contre-intuitif de créer de grandes surfaces en ville, mais il faut savoir que la biodiversité a vraiment besoin de grandes surfaces. Et nous devons, en quelque sorte, créer ces surfaces si nous voulons préserver la biodiversité, que ce soit sur terre ou sur l'eau. L'autre facteur est que ces surfaces doivent être de haute qualité. Et je dirais que plus elles sont petites, plus la qualité doit être élevée. Et au niveau du paysage, de l'environnement, ces surfaces doivent être interconnectées. Interconnexion par des corridors ou par la présence de surfaces à proximité. Bon, examinons maintenant ces grands groupes un par un et essayons de trouver des exemples ou des confirmations. Je vais commencer par la superficie. En fait, c'est une simple relation mathématique. Plus une surface est grande, plus il y a d'espèces. En fait, si la surface est environ 10 fois plus grande, le nombre d'espèces double également. Cela vient de la théorie des îles de MacArthur et Wilson. Ils ont étudié une île dans le Pacifique, puis des reptiles. Ils les ont comptés et ont constaté qu'il existait une relation linéaire entre la taille de l'île et le nombre d'espèces présentes. Alors en ville, maintenant, la littérature montre que cette relation existe également. Dans ce cas, il ne s'agit pas d'une île dans la mer, mais de petites îles telles que des plates-bandes fleuries, des grandes îles telles que des grands parcs, des cimetières, etc. Et on constate que tant pour les plantes que pour les animaux, plus la superficie est grande, plus il y a d'espèces. Mais nous sommes en ville, donc nous ne pouvons pas simplement avoir des grandes surfaces partout. Et Vega et Küfer à Zurich ont également confirmé l'existence de cette relation. Donc ici, le nombre d'espèces végétales et ici, la superficie. Et ils ont découvert que cette relation est quasi logarithmique. Ils ont également montré que les petites surfaces peuvent vraiment contribuer au nombre d'espèces. Donc, même avec une petite surface, nous pouvons avoir un nombre d'espèces assez élevé, comme ici sur la surface moyenne. Et cela ouvre un grand débat sur le choix
entre une seule grande surface ou plusieurs petites? Vaut-il mieux avoir un énorme Central Park à New York ou plusieurs petites surfaces? Et plus nous densifions nos villes, plus ces petites surfaces sont importantes. Alors, je ne veux pas entrer en détail dans cette discussion, mais vous verrez au cours de la présentation que les petites surfaces contribuent réellement. Maintenant, ces surfaces, elles ont besoin de qualité. Plus elles sont petites, plus la qualité doit être élevée. Nous pourrions définir la qualité comme la richesse structurelle de l'herbe ici, des arbustes ou des arbres. Nous pouvons, par exemple, préférer les plantes indigènes aux plantes exotiques. Et ça, c'est aussi une question de qualité. Donc, comme je l'ai dit, nous pouvons augmenter la structure ou la diversité pour améliorer la qualité. L'augmentation du nombre de plantes et des structures sont donc des indicateurs de qualité. Et la littérature le montre très bien, plus les habitats sont naturels et de qualité, plus le nombre d'espèces est élevé, qu'il s'agisse de papillons diurnes, de mammifères ou d'oiseaux. Et nous l'avons aussi constaté dans nos études, plus il y a d'espèces végétales, plus il y a d'invertébrés. En revanche, un entretien intensif aura un effet négatif. Bon, examinons maintenant de plus près cette discussion sur les espèces exotiques et indigènes. Lerch et al., donc ce groupe de recherche en Allemagne, ils ont vu que le nombre d'interactions n'est pas supérieur au nombre d'espèces. Nous avons vu que les interactions et la chaîne alimentaire sont importantes. Et ce sont ici donc les espèces végétales. Et si l'on considère les espèces indigènes, elles ont 50% d'interactions en plus avec les pollinisateurs que les plantes ornementales du même genre, ou plus encore que les plantes exotiques. Et il en va de même pour les herbivores, c'est-à-dire les animaux qui se nourrissent de plantes. Là, on n'a pas de statistiques, mais la tendance est bien là. On observe à peu près le même schéma. Et si nous encourageons vraiment ces espèces exotiques, cela pourrait perturber toute la chaîne alimentaire. Donc, il faut faire attention à cela. En ce qui concerne l'interconnexion, là, nous avons eu un peu moins de confirmation dans la littérature. Je vais me baser sur ma propre étude où nous avons des toits plats avec des habitats similaires à ceux au sol. Les toits plats, ce sont généralement des zones rudérales, un peu caillouteuses. Et puis, nous avons des surfaces similaires au sol dans la ville de Zurich. Et nous avons donc des groupes d'animaux capables de voler, comme les abeilles et les curculionidés, c'est-à-dire les charançons, ainsi que des groupes moins aptes à voler. Et nous regardons maintenant les facteurs importants qui relient en fait les toits plats ou les toits végétalisés et les surfaces rudérales au sol. Et on constate que, outre les ressources locales telles que le nombre de fleurs ou la richesse des espèces florales, la connectivité est également un facteur très important. Plus cette ligne noire est longue, eh bien plus la connectivité des habitats entre les toits végétalisés et les surfaces rudérales est importante. Pour les animaux moins volants, c'est un peu moins clair, mais c'est déjà le cas pour les coléoptères, par exemple. Cette connectivité est également très importante. C'est-à-dire
la connectivité apporte vraiment quelque chose à la biodiversité et donc pour relier ces îlots. Maintenant, j'en viens à un exemple concret de Zurich. Il provient du projet Better Gardens que nous avons achevé il y a quelques années. Il concerne les jardins. Une grande partie des espaces verts de la ville de Zurich sont des jardins privés et des jardins communautaires. Et nous avons sélectionné 85 jardins situés le long d'une zone d'urbanisation, une zone de densification urbaine. Et nous avons, comme d'habitude, recensé les plantes et les animaux à l'aide de méthodes standardisées. Pour les animaux, nous avons essayé d'avoir tous les groupes trophiques possibles, des carnivores aux herbivores. Pour les plantes, nous avons trouvé un nombre assez élevé d'espèces végétales, ce qui signifie que les villes de taille moyenne comme Zurich peuvent vraiment abriter un nombre assez élevé d'espèces différentes. Parmi ces espèces, certaines méritent d'être protégées. Alors, je ne suis pas botaniste moi-même, mais ces espèces figurent en effet sur la liste rouge et elles sont donc présentes sur place. Et les facteurs importants pour la biodiversité, ce sont ceux ici en vert, donc la taille des surfaces. Et ça me ramène à cette théorie de l'île, plus la superficie est grande, plus il y a d'espèces présentes. Et puis, ça dépend aussi du nombre d'habitats. Si j'ai un parc qui n'est composé que de pelouse, eh bien, j'aurai moins d'espèces que si je commence à créer des petits habitats ou des potagers, des jardins fleuris, des parterres dans mon jardin. À ce moment-là, j'obtiendrai immédiatement beaucoup plus d'espèces. Et l'intensité de l'entretien, je l'ai mentionné, elle a un effet négatif. Et puis, l'âge des jardiniers, c'est un peu drôle. On partait du principe que ce n'était pas l'âge du jardin en soi, mais vraiment l'âge de la personne qui jardine. À 80 ans passés, on n'a peut-être plus trop envie de replanter de nouvelles fleurs, de nouvelles espèces végétales. Donc, ça a un effet négatif, l'âge. Chez les animaux, nous avons un nombre tout aussi étonnant d'espèces, plus de 1000 espèces différentes. Et les facteurs qui sont importants, eh bien, c'est l'intensité d'entretien qui a un effet négatif et puis le nombre de plantes qui a un effet positif. Mais le facteur le plus important qui a un effet négatif, c'est la taille des surfaces bétonnées, c'est-à-dire la densification urbaine, elle a un effet négatif. La question maintenant est de savoir dans quelle mesure nous pouvons densifier avant que le nombre d'espèces ne diminue de manière significative. Ce serait une information importante. Nous avons donc essayé d'examiner cette densification à deux niveaux différents. Donc, la densification immédiate à environ 30 mètres autour du jardin ou à plutôt 500 mètres pour voir quel est l'effet de la densification. Et nous constatons qu'au-delà de 60% de densification, tous les groupes commencent à diminuer et que l'effet de tous ces espaces verts pourrait atténuer un peu cet effet négatif. Donc, ces 60%, ça semble être un seuil. Maintenant, nous pouvons remédier à cette perte d'habitat et d'animaux en favorisant la qualité ou l'interconnexion des habitats. Nous avons donc mené à bien une expérience à ce sujet avec des phytomètres. Nous avons donc utilisé des espèces végétales pour mesurer non seulement la pollinisation, mais aussi la production de graines. Et nous avons, pour ce faire, utilisé des espèces végétales qui présentent un gradient de spécialisation. Tout le monde peut, par exemple, polliniser les carottes, mais pour le sainfoin ou la consoude, il faut vraiment des pollinisateurs spécialisés. Et nous avons donc sélectionné 12 jardins très fleuris et 12 jardins peu fleuris
afin de voir si cette qualité avait un effet positif dans le cadre de l'urbanisation. Et nous constatons que le long de cette densification urbaine, toutes les espèces diminuent, qu'elles se trouvent dans des jardins riches et fleuris ou dans des jardins pauvres en fleurs. Les jardins fleuris contribuent un peu. Il y a ici un nombre d'individus légèrement plus élevé, mais le tout a tendance à être négativement affecté par l'urbanisation. Examinons maintenant la production de graines. Il s'agit vraiment là d'un service écosystémique. Prenons l'exemple de la carotte, que tout le monde peut polliniser. Eh bien, les deux types de jardins ont tendance à avoir un effet négatif dans le cadre de cette urbanisation. Mais les fleurs spécialisées semblent être en quelque sorte stabilisées par un jardin riche en plantes. Donc, les plantes et la qualité des jardins peuvent vraiment contribuer à la préservation des espèces spécialisées et compenser d'une certaine manière cette pollinisation ou les effets négatifs. Mais les jardins pauvres en fleurs n'ont aucun effet positif et la production de graines diminue également avec l'urbanisation. Le message est donc clair. L'amélioration de la qualité de l'habitat peut compenser, au moins en partie, la perte de biodiversité. Examinons maintenant de plus près ces infrastructures bleues et vertes et comment les améliorer avec et pour la biodiversité. Ça, c'est quelque chose que nous voyons très souvent et ce n'est pas vraiment attrayant pour la biodiversité. Quelles sont maintenant ces infrastructures bleues et vertes? Eh bien, nous les avons vues au sol et nous avons aussi donc ici les toitures végétalisées, les plans d'eau, les façades végétalisées et nous voyons aussi dans la littérature. Et nous nous concentrons maintenant sur les toits végétalisés et les plans d'eau. Peuvent-ils contribuer d'une manière ou d'une autre à la qualité et à la promotion des espèces? Je reviens à cet exemple des toits végétalisés et des surfaces rudérales au sol. Nous constatons que seulement 50% des espèces sont présentes sur les toits végétalisés et au sol. Ainsi, seulement 50% des espèces sont identiques dans ces deux écosystèmes. 33% se trouvent uniquement au sol. Cela signifie que les toits végétalisés ne remplacent que partiellement les espaces verts supprimés au sol. On ne peut donc pas simplement dire « ici on supprime un peu, mais on va mettre tout cela sur le toit et ça n'a pas d'importance ». Eh bien non, ça a une importance. Et de manière similaire à ces études, où nous avons à nouveau comparé les toits verts et le sol, cette fois-ci, nous avons utilisé l'ADN environnemental. Et ici, nous avons donc vraiment examiné le sol et seuls 10% des espèces sont similaires. Les 50% restants se trouvent uniquement au sol et 40% uniquement sur le toit. Cela signifie que les toitures végétalisées ne remplacent que partiellement les espaces verts supprimés au sol, mais elles offrent un habitat complémentaire intéressant. Et nous pouvons améliorer cet habitat, mais nous ne pouvons pas le remplacer. Par exemple, nous pouvons prendre certaines mesures pour rendre la profondeur du sol un peu plus épaisse sur les toits. Les nouveaux toits ne peuvent pas vraiment accueillir autant d'espèces, mais plus un toit vieilli, mieux est la végétation et donc la profondeur du sol permet également d'avoir plus de végétation et il est donc important d'augmenter la profondeur du sol. Et puis, la hauteur du bâtiment. Si nous densifions et que les maisons deviennent de plus en plus hautes, eh bien, ces toits plats ont de moins en moins d'effets positifs
Et puis, si le substrat de ces toits est pierreux ou comporte beaucoup de cailloux, eh bien, c'est aussi négatif, évidemment. Donc, cela signifie que nous devrions apporter plus d'humus, par exemple. Bon, passons maintenant à la partie consacrée à l'eau. Là, je me base sur une étude d'Andreas Dietzel du groupe de Lorin Cook à l'EAVAG, qui a modélisé 5 groupes différents de la ville de Zurich. Certains sont liés à l'eau, comme les grenouilles et les libellules, d'autres sont plus liés à la terre. Il a donc modélisé où il pourrait potentiellement se trouver sur la base de ces cartes, de la carte des habitats et de la qualité de l'eau. Et si nous regardons la proportion de terre, les prairies par exemple, nous voyons que ce facteur devient de plus en plus important pour chaque espèce. Surtout donc pour les espèces qui utilisent cet habitat. Si nous regardons les arbustes et les arbres, ils sont un petit peu utilisés par tout le monde, mais les arbres ne sont pas vraiment très populaires. Mais si nous agitons maintenant l'humidité, c'est-à-dire l'eau, nous voyons que ce sont surtout les groupes d'espèces qui sont vraiment liés à l'eau qui ont un réel avantage. D'autres groupes peuvent également bénéficier d'une partie, par exemple des zones humides, mais ce sont surtout les groupes ici qui ont besoin de l'élément de l'eau pour la reproduction. Et la qualité des étangs ou de ces plans d'eau est très importante, évidemment. Bon, maintenant, nous savons que la ville, en fait, c'est vraiment un mosaïque de différents habitats. Et ces habitats, ces petites structures, ce sont en fait nos infrastructures bleues et vertes que nous pouvons mettre en réseau. On peut les interconnecter. Elles sont en fait artificielles, mais elles inspirent beaucoup les animaux. Les animaux, ils voient un lien avec un habitat naturel. Le gravier, le long des rivières, peut être utilisé comme parking. Les friches, nous avons aussi des friches en ville. On peut les utiliser, on peut les exploiter. Et ces rochers sont colonisés par des chauves-souris et de la même manière, les immeubles de grande hauteur peuvent être colonisés. Nous avons donc besoin de cette interconnexion pour le cycle de vie des animaux. À chaque saison, ils utilisent un habitat différent, par exemple pour hiberner ou pour se reproduire en été, mais aussi au cours du cycle de la journée. Ils ont besoin de trouver les ressources dans les différents habitats. Et cette interconnexion devient encore plus importante en raison du changement climatique. Les espèces doivent pouvoir trouver refuge pendant les vagues de chaleur, car leur niche climatique est plus petite. Cette mise en réseau, cette interconnexion est donc importante. Nous appelons cela l'interconnexion écologique, mais l'interconnexion, la mise en réseau des acteurs responsables de la préservation des habitats est tout aussi importante. Donc, il ne faut pas seulement agir au niveau de l'habitat, mais il faut aussi communiquer entre les acteurs pour que cette interconnexion fonctionne. Cela signifie que nous devons également améliorer l'interconnexion socio-écologique. Voilà, j'en arrive à la fin avec les messages à retenir. La question était donc de savoir si les infrastructures bleues et vertes étaient pertinentes pour la biodiversité urbaine. Je dirais que oui. Même dans les villes, les infrastructures bleues et vertes sont pertinentes pour la biodiversité, à condition que les villes offrent suffisamment d'espaces bleus et verts, c'est-à-dire de grandes surfaces de haute qualité et interconnectées. La quantité des surfaces bétonnées est la principale cause de la perte de biodiversité. Une meilleure qualité des espaces verts ne peut toutefois compenser que partiellement cette perte.
Le troisième message à retenir est que les toits végétalisés ne peuvent pas remplacer totalement les espaces verts au sol, mais ils peuvent offrir un habitat complémentaire. Et nous avons vu également comment nous pouvons encore améliorer cet habitat complémentaire. Les infrastructures bleues et vertes ont un grand potentiel si les besoins écologiques des espèces en termes d'habitat, de qualité et d'interconnexion sont pris en compte. Enfin, nous avons parlé de l'interconnexion socio-écologique, c'est-à-dire qu'outre la mise en réseau physique des infrastructures bleues et vertes, nous devons également tenir compte de la mise en réseau des acteurs afin que l'ensemble fonctionne vraiment. Voilà, j'ai terminé ma présentation et j'espère vous avoir convaincu de l'importance des infrastructures bleues et vertes pour la biodiversité. Merci. Danke, Marco, für diesen Input. Dann werde ich da mal den Bildschirm Merci wegnehmen. Marco pour cette présentation. Es hat zwei Ça fait bizarre de s'entendre soi-même. Oui. Fragen im Chat. Alors, nous Und avons zwar die reçu erste 2 Frage ist questions von dans le Samira chat. Furrer und Première die question de bezieht sich Samira Furrer. auf, wie nah müssen Lebensräume sein, damit sie als vernetzt Quelle doit être la gelten. proximité des habitats pour qu'on puisse les considérer comme interconnectés? Alors, ça dépend des groupes taxonomiques. S'il s'agit de limaces ou d'escargots, il faut vraiment une bonne proximité, même une connexion physique. S'il s'agit d'oiseaux, par exemple, plusieurs centaines de mètres sont possibles. Pour les abeilles, par exemple, les abeilles sauvages, alors oui, elles peuvent se déplacer à certaines distances, mais si elles doivent rester autour de la ruche pour nourrir les larves, il ne faudrait pas dépasser 200 mètres. Donc, ce n'est pas seulement une question de distance, mais en ville, il y a aussi le trafic, d'autres obstacles. Donc, plus il y a de proximité, mieux c'est. Genau. Mais ça dépend de la Das taxonomie. stimmt. Die zweite Frage, die Deuxième ist question, eigentlich noch spannender, und zwar qui est bezieht très sie sich intéressante aussi, auf die Höhe der en lien Gebäude avec la bezüglich hauteur Dachbegrünung. des Und zwar, immeubles ob du concernant les weißt, ob es toitures Erkenntnisse végétalisées. gibt Est-ce que tu sais zu der Abnahme der s'il Qualität als existe des Lebensraum in connaissances Funktion der Höhe des Gebäudes? que si la Also ist die qualité Abnahme de linear oder l'habitat gibt es so wie diminue Schwellenwerte en von fonction de la Höhenstufen, hauteur de die eine l'immeuble, est-ce que markante c'est une Abnahme diminution verursachen? linéaire ou est-ce qu'il y a un Und die Frage, seuil? machen Et treppenartig puis, angeordnete Dächer savoir diesbezüglich si einen des Unterschied, ja toitures oder nein? en escalier font une différence ou pas. Oui, c'est très intéressant. Alors, il y a de moins en moins de littérature. Il y a des études, mais elles sont très limitées. Spontanément, je dirais, plus un immeuble est haut, plus il faut végétaliser. Plus il faut augmenter la hauteur de la végétalisation aussi, parce que bon, les températures sont très élevées aussi. Et puis, bon, une façade végétalisée, là, on ne peut pas vraiment s'attendre à grand-chose en tant qu'habitat, parce que c'est à la verticale. Donc, pour les animaux, c'est un peu bizarre en quelque sorte. Mais ça peut permettre aux animaux peut-être de trouver leur chemin jusqu'au toit de l'immeuble. Mais ce sont des habitats intéressants, complémentaires. Mais je dirais, plus le bâtiment est haut, moins il y a d'habitats possibles. Et si on prend par exemple les abeilles, en hauteur, elles souffriront parce qu'elles devront trop réguler la température. Donc, je ne mettrai pas, moi, des ruches d'abeilles sur un toit végétalisé d'un immeuble très haut. Okay, danke für diese Erläuterung. Ich habe Merci mir pour auch ces so ein bisschen die explications. Frage Je me suis gestellt, aussi noté quelques questions. wenn man jetzt nicht Je me demandais alles machen kann, si on ne weil peut man pas tout zeitlich, faire parce flächenmäßig qu'on n'a pas le etc. temps, on n'a pas eingeschränkt ist suffisamment bei de einem Projekt, surface wo pour un würdest projet. du Quelle jetzt serait aus la deiner Sicht priorité selon toi? die Priorität
Si on n'a que des petites surfaces disponibles pour aménager, quelle serait la première priorité pour toi? Alors pour la petite surface, il faut investir en la qualité. Il faut faire en sorte d'avoir des plantes indigènes, par exemple. Bon, pour les plantes exotiques, ça dépend des caractéristiques des plantes ou des fleurs. Si c'est des caractéristiques similaires aux plantes indigènes, on devrait pouvoir les remplacer ou les compenser. Si ce sont des espèces très exotiques, avec des caractéristiques vraiment exotiques, je ne les planterai pas. Donc, il faut investir en la qualité. Et plus la surface est petite, plus elle doit être interconnectée justement avec d'autres surfaces. Les points que j'ai montrés au début, j'ai montré que les petites surfaces pouvaient aussi apporter une contribution importante, mais il faut qu'elles soient bien interconnectées. Si ce sont des petites surfaces isolées, honnêtement, ça ne sert pas à grand-chose. Mais donc, beaucoup de petites surfaces peuvent faire une différence. C'est pas vraiment bien, mais c'est déjà un début. Alors, plus on arrive à les relier entre elles, mieux c'est. Merci, Marco. Bon, c'est votre dernière chance de poser une question. Si vous en avez encore une, n'hésitez pas. Je ne vois plus de questions dans le chat. Alors, je vais encore vous parler des perspectives 2026. Je pourrais continuer sur le soutien de Stefan Stefanovic. Merci à lui. Et nous allons l'année prochaine aussi essayer d'organiser au moins 6 webinaires en 2 langues. Nous sommes en train de planifier le printemps pour l'instant. Donc, le premier webinaire 2026 aura probablement lieu fin janvier, le 26 ou le 27 janvier. Si vous voulez déjà noter en grand ces dates dans votre agenda, n'hésitez pas. Les thèmes seront communiqués ultérieurement et je vous rappelle encore une fois, si vous souhaitez nous présenter un sujet intéressant, un projet que vous avez mené à bien, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter Stefan Stefanovic pour toute présentation. Et je n'ai toujours pas reçu d'autres questions pour M. Moretti. Eh bien, merci à Marco Moretti et merci à Christophe Riem aussi pour ces 2 présentations intéressantes. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée, une bonne fin d'année aussi, pas trop de stress, j'espère, et des belles fêtes de fin d'année, un peu de repos, et je me réjouis d'ores et déjà de vous retrouver l'année prochaine en pleine forme. Et pour celles et ceux qui n'ont pas encore réservé la date, le forum Ville-Éponge au mois d'août, eh bien, je me réjouis de vous y retrouver en chair et en os et de favoriser l'échange aussi entre experts. Merci beaucoup. Bonne fin d'année et à la prochaine.